sur ce thème avec nos invités. Bonjour Emma Aziza, merci d'être avec nous dans le fil info de France Info. Vous êtes hydrologue, j'accueille également Alix Roumaniac. Bonjour, vous êtes climatologue, président de Predict Service. Emma Aziza, diminuer de 10% le volume d'eau prélevé dans les nappes phréatiques, c'est l'un des points forts du plan qui a été présenté par le ministre de la Transition écologique. Est-ce que c'est une bonne idée selon vous ? C'est une très bonne idée parce qu'on voit qu'à partir du moment où on va moins solliciter la ressource en eau et notamment les nappes phréatiques, eh bien, ce sont des nappes qui vont plus facilement alimenter en eau l'ensemble des rivières et du réseau hydrographique qui derrière permet ensuite de donner des eaux en surface. Donc c'est quelque chose qui est important. Par contre, il est effectivement annoncé que ça se fera d'ici la fin du quinquennat. Je crois qu'il y a une urgence très claire. L'année 2022 nous le montre et donc il va falloir agir peut-être beaucoup plus vite et mettre un coup d'accélérateur dès l'année 2023. Alix Roumaniac, diminuer le volume d'eau qu'on prélève dans les nappes phréatiques, ça peut paraître compliqué puisqu'on sait que les nappes phréatiques, avec le réchauffement climatique, s'assèchent de plus en plus. Oui, en fait, ce plan, c'est la caractérisation de ce qu'on appelle l'adaptation. On sait que par rapport à tous ces événements climatiques qui sont perturbés, l'année 2022, effectivement, on l'a répété, est une année un peu charnière, que ce soit sur l'augmentation des sécheresses, des orages intenses, etc. Et on sait qu'il faut dérouler ces réponses d'adaptation. Donc on a une adaptation par rapport aux orages extrêmes, on a des adaptations par rapport à la submersion marine. Il faut qu'il y ait des adaptations par rapport à la sécheresse et à la gestion de l'eau. Et c'est ce plan qui doit montrer la voie. Emma l'a expliqué, c'est quelque chose qui est assez complexe. Il y a des tas d'acteurs qui doivent rentrer en jeu. Bien sûr, Météo France a fait des simulations, notamment dans le rapport DRIAS, pour savoir quelles vont être les conséquences en France de tous ces événements. Mais il y a le Chapi, les DREAL de bassin, il y a le BRGM qui doit travailler. Et c'est une bonne piste parce que, comme on l'a dit et répété, ce qui s'est passé en 2022 est amené à se répéter et ce qui nous apparaît aujourd'hui comme extrême peut devenir quelque chose qui va être beaucoup plus fréquent dans les années à venir. Donc il est effectivement urgent d'agir. On va écouter à présent Emmanuelle Wargon, ancienne ministre de la Transition énergétique, qui s'est exprimée sur le sujet. Elle est actuellement présidente de la Commission de régulation de l'énergie. Écoutez. En fait, il y a un point qui est fondamental et qui est lié au changement climatique, qui est lié à la prise en compte progressive de nos responsabilités vis-à-vis de la planète. C'est que des biens qu'on pensait gratuits, illimités, à portée de main, qu'on calculait pas d'une certaine manière, l'énergie, l'eau, la qualité de l'air, la nature, la présence d'espèces naturelles, eh ben en réalité, ils sont limités et donc ils sont précieux. Précieux, ça veut dire que d'abord, il faut y faire attention. Et donc, entre y faire attention et se rationner, il y a toute une gamme. Et si on commence par faire attention, déjà on aura fait des progrès. Emma Aziza, je rebondis sur les propos d'Emmanuelle Wargon. Dans ce plan, il y a aussi un appel à la sobriété, à la fois aux agriculteurs et aux citoyens. Oui, alors c'est effectivement, j'entendais parler de cette ressource qui semblait tellement renouvelable qu'en réalité, elle ne pouvait pas se réduire. Et on voit très clairement que ce n'est pas l'année 2022 qui est finalement caractéristique, même si ça a été souligné qu'il y aurait un avant et un après. C'est peut-être l'année de la prise de conscience, mais les sécheresses sont répétées, consécutives et historiques depuis 2017. Et donc, on voit qu'il y a à chaque fois une gradation de la situation. Donc, effectivement, il va falloir agir sur tous les niveaux. En France, on a quand même cette chance d'avoir un niveau de régulation avec des mises en place de restrictions qui parfois touchent les agriculteurs, mais aussi tous les autres secteurs et où on va privilégier de l'eau pour la salubrité publique, pour la sécurité civile, pour les hôpitaux qui en ont besoin et pour les populations. Là, on voit qu'on demande très clairement le fait que, on nous le dit, c'est la fin de l'abondance pour la question de l'eau et c'est ce que nous rappelle le ministre. La question de l'eau, c'est qu'elle peut redevenir abondante, à condition qu'on lui laisse le temps de revenir. Il faut absolument qu'on recrée des cycles de l'eau intelligents sur nos territoires. Ça passe par une refonte complète de l'agriculture. Nos sols ne sont plus capables d'absorber de l'eau à partir du moment où il y a trop de traitements chimiques. Nos surfaces imperméables ne le permettent pas non plus. Donc, il va falloir mieux accueillir cette eau parce que sinon, elle part et nous n'en bénéficions pas ni pour nous,
nous, ni pour la nature, et le premier utilisateur reste toujours le milieu naturel. Alors, vous le disiez, la situation est particulièrement compliquée pour les agriculteurs qui sont par endroits empêchés d'irriguer. C'est le cas dans les Pyrénées-Orientales. Vous voyez ce reportage de Marie-Pierre Samitier. La guerre de l'eau s'est invitée dans les rues de Perpignan et jusqu'à la préfecture, avec la démonstration de force des agriculteurs, des représentants des stations de ski des Pyrénées et des élus locaux. Tous dénoncent la restriction du droit de puiser dans la Tête l'eau nécessaire pour irriguer les cultures. Le problème, c'est que ça fait 30 ans que rien n'a été fait. Il ne faut pas parler de sécheresse quand il ne pleut pas. Il faut parler des problématiques anticipées. 2022, l'année la plus sèche en pays catalan depuis les premiers calculs inaugurés il y a 120 ans. Les communes manquent d'eau dans le secteur de la Tête. Le fleuve est très bas en plein hiver, après la saison des pluies d'automne, ce qui alerte les autorités. La Chambre d'agriculture réfléchit justement à l'implantation de ces retenues collinaires. Et il y a une deuxième solution, c'est le stockage en profondeur. Un stockage évoqué par la Chambre d'agriculture, mais que dénoncent les associations de défense de l'environnement. La Chambre ferait mieux aujourd'hui de se préoccuper, dans un contexte de changement climatique, de l'adaptation du modèle agricole qu'elle défend, puisqu'il n'est pas durable. S'il implique de sacrifier la vie des cours d'eau, il n'est pas durable. Les données récentes inquiètent les autorités car elles affichent un déficit pluviométrique de 70% pour les 3 derniers mois de 2022. L'accès à l'eau est un enjeu essentiel dans un département où les 2 piliers économiques sont l'agriculture et le tourisme, de gros consommateurs d'eau. Alix Roumaniac, on parle de l'année 2022 comme annus horribilis. Ça a été vraiment très compliqué sur le plan des épisodes de sécheresse. Quel a été l'impact de cette année 2022 sur ce plan ? Oui, en fait, l'année 2022, on l'a dit, c'est une année de prise de conscience, et même si, comme ça a été précisé tout à l'heure par Emma, ce n'est pas un tournant. Hein. On a eu des grosses canicules en 2019, en 2018. Ce tendanciel 2022 vient de rajouter et amplifier ce phénomène, et avec les conséquences, incendies, sécheresse dans les cours d'eau. Il y a une variabilité géographique aussi, hein, et au moment où on parle, et le rapport sécheresse qui vient d'être sorti par le ministère pour encore le mois de décembre 2022 montre qu'il reste encore, il y a eu au mois de novembre, au mois de décembre, des pluies assez abondantes sur la façade ouest française, sur le nord de la France, mais on a effectivement les Pyrénées-Orientales et puis l'extrême sud-est aussi qui continuent à être très fortement impactés par cette absence d'eau. Et comme on le disait tout à l'heure, ce tendanciel, cette année horribilis, en fait, aujourd'hui c'est une année horribilis, et d'après toutes les projections qu'ont fait Météo France, qu'ont fait le GIEC, on se dit que ce risque de sécheresse, il va se répéter de plus en plus fréquemment, et que dans 10 ans, peut-être cette année 2022 va devenir petit à petit la norme. Il faut voir que globalement, les précipitations totales n'évoluent pas, mais leur répartition change, et en fait elles tombent dans des périodes de temps beaucoup plus courtes, et donc ce sont des pluies qui vont avoir tendance à ruisseler et à ne pas recharger les nappes. Et donc il y a aussi cet aspect-là à intégrer dans les réflexions, hein, c'est qu'on a à la fois un tendanciel général, mais une évolution dans la spatialisation des pluies et dans leur façon de tomber sur les territoires, et ça doit rentrer dans toutes les mesures d'adaptation qui doivent être mises en place dans ce plan. Emma Aziza, dans ce plan anti-sécheresse, il y a la volonté d'utiliser davantage les eaux usées. Moins de 1% en France contre, par exemple, 90% en Israël, 15% en Espagne. Clairement, on peut mieux faire en France ? Je pense qu'effectivement, on a vraiment un frein majeur vers des innovations. Mais ça, c'est de manière globale et générale sur tout ce qu'on peut mettre en place. J'ai été dernièrement dans des buildings au Luxembourg où vous voyez très bien que l'eau des toilettes est alimentée par l'eau pluviale du toit. C'est quelque chose qui n'est pas encore déployé massivement en France parce qu'on utilise de l'eau potable pour nos toilettes, on utilise de l'eau potable pour nos jardins. Donc, il va falloir accompagner effectivement les Français, que ce soit d'abord
dans une meilleure utilisation de l'eau avant de penser à la réutilisation de l'eau qui est usée. Donc, il va falloir économiser l'eau et utiliser intelligemment l'eau de pluie qu'on peut récupérer sur sa parcelle pour, par exemple, alimenter son jardin. Par contre, effectivement, cette eau, une fois qu'elle est usée, eh bien, on peut la traiter. Mais il y a différents types d'eau usée. Il y a l'eau usée qui sort de nos eaux pluviales, qui, par un traitement très léger, pourrait alimenter, par exemple, les complexes de piscines. Et puis, vous avez notamment l'eau qui sort des stations d'épuration. Et là, ça va nous demander un travail colossal parce qu'il va falloir que l'on comprenne que tous les produits phytosanitaires que nous utilisons dans une maison, tous les médicaments que nous utilisons, eh bien, cet ensemble d'éléments va ensuite part dans les eaux usées et doit être traité. Et donc, tous ces éléments finissent par se retrouver dans le milieu. Donc, tout le défi va être d'utiliser intelligemment ces eaux usées pour qu'elles soient tout de même de qualité si on veut les réutiliser sur le plan agricole, ou si au moins on veut les utiliser notamment pour le fait de nettoyer les zones publiques. Il y a comme ça des usages où on pourrait avoir un meilleur usage de l'eau, mais d'abord, avant tout, l'intérêt c'est de protéger le cycle de l'eau en priorité, et une fois qu'on l'a protégé, nous aurons moins d'eau usée, et ces moins d'eau usée pourront être plus facilement traitées. Alix Roumaniac, si on n'agit pas de manière plus efficace contre le réchauffement climatique, ces épisodes de sécheresse vont se démultiplier dans les années qui viennent ? Oui, je crois que là, ce dont on parle avec ce plan, c'est tout le sujet de l'adaptation. Et comme on est déjà face aux conséquences du changement climatique, il faut tout de suite prendre des mesures pour en diminuer les conséquences directes pour l'ensemble des citoyens, des industries, de l'agriculture, du milieu naturel. Mais il y a un deuxième sujet face au changement climatique, c'est l'atténuation, qui est aussi important, même si les résultats de nos prises de conscience sont beaucoup plus lointaines, mais c'est absolument indispensable. Donc adaptation et atténuation sont les deux axes qui doivent être pris de ce plan. Et il y a en fait près de plus de 50 ans, il y a un philosophe économiste américain qui a dit « Celui qui imagine que dans une planète aux ressources finies, on peut toujours avoir une croissance infinie et exponentielle, c'est soit un fou, soit un économiste. » Et là, en fait, aujourd'hui, on en prend avec le domaine de l'eau une conséquence directe. C'est vrai qu'il faut à la fois prendre ces mesures pour mieux gérer, être moins sensible à ces événements extrêmes, mais ça doit aussi s'accompagner de tout ce qui est mis en œuvre sur le développement des énergies renouvelables, la limitation des gaz à effet de serre pour limiter le dérèglement climatique. Emma Aziza, il nous reste quelques secondes. Ce plan anti-sécheresse prévoit un appel à la réduction de consommation d'eau pour les particuliers. Quels sont les gestes concrets qu'on peut avoir au quotidien pour réduire notre consommation d'eau ? Alors la première chose, c'est effectivement d'utiliser des mousseurs pour nos robinets. On peut notamment utiliser des réducteurs de débit au niveau des douches, et au niveau des toilettes, il y a moyen aussi soit d'utiliser une bouteille d'eau ou bien une brique, mais en tous les cas tout un ensemble de solutions qui permettent de consommer moins d'eau. Maintenant, l'eau principale que l'on utilise, c'est peut-être pas cette eau-là, qui est effectivement de 150 litres par jour, mais c'est l'eau que l'on consomme à travers notre consommation globale. C'est 5000 à 7000 litres eau par jour. Et donc là, on se rend compte à quel point le travail va être aussi dans la sobriété et dans le moins de consommation. Merci beaucoup à tous les deux pour cet éclairage donc sur le plan anti-sécheresse dévoilé par le gouvernement aujourd'hui. Clémence